pour les questions éventuelles s'il y en avait. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez évoqué 5 projets de loi relatifs donc au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Je voudrais savoir, il y a un qui me tient à cœur particulièrement, c'est celui lié à la durée du travail. Je voudrais savoir réellement qu'est-ce que vous entendez par décret relatif à la durée du travail. C'est Junior Cardin, Radio de la Paix. La durée du travail, comme dans tous les pays, est délimitée. En Côte d'Ivoire, c'est 40 heures par semaine. Donc, ce décret fixe justement cette durée de travail. Vous avez d'autres pays où c'est 35 heures. Bon, mais non, en Côte d'Ivoire, c'est 40 heures. Vous aurez tous les détails donc, dans le décret qui sera publié donc, au journal officiel. Mais déjà, je peux vous donner cette information de base. Bonjour, Monsieur le ministre. Kone Suleiman, Kwasi.com. Monsieur le ministre, avec la nomination du ministre délégué, est-ce qu'il sera maintenu à son poste? À moins qu'il ait le don d'ubiquité, je ne sais pas comment il peut être à Washington et être en même temps à Abidjan. Non, évidemment, des dispositions seront trouvées pour que donc, les fonctions qu'il assumait continuent d'être assurées. C'est un ministre délégué, ça veut dire que le ministre donc, aux Affaires étrangères est là, donc il peut déjà assumer, mais il appartiendra au chef de gouvernement de faire les propositions qu'il faut pour que les missions qui étaient assurées par le ministre délégué continuent d'être assumées. Bonjour, Monsieur le ministre. Jules Eugène Da pour RTCI.info. Monsieur le ministre, tout à l'heure, dans votre compte rendu, vous avez parlé pour le gouvernement que les producteurs dont les produits partent vers les pays voisins, il est prévu des sanctions. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a vraiment problème? Est-ce qu'aujourd'hui, après la fixation du prix du cacao, les producteurs sont tentés de couler encore leurs produits, puisque quand on a vu le coût, on sait que le prix qui a été fixé est nettement supérieur aux pays voisins. Est-ce qu'il y a des situations que le gouvernement a notées pour prendre cette disposition? Merci. Déjà, il faut savoir que c'est un problème qui n'est pas nouveau. Donc, il ne faut pas lier donc, la résolution de ce problème à la récente fixation donc, des coûts des produits donc, agricoles. C'est un problème qui n'est pas nouveau. Depuis de nombreuses années, je veux dire depuis que même nous produisons de façon intense certaines productions comme le cacao, nous connaissons ce problème de la fuite de nos matières vers des pays voisins. Il y a un dispositif légal qui existait, qui était déjà appliqué. Mais il s'agit, comme ça arrive pour tout État organisé, de renforcer ce dispositif-là. Parce que jusqu'à présent, on a vu, en dépit de l'application donc, de la loi, donc, il y a toujours des gens qui continuent dans cette activité illicite. Il s'agit maintenant d'impliquer davantage donc, l'administration du territoire avec la mise sur pied de comités régionaux qui seront présidés donc, par les préfets et qui vont impliquer tous les acteurs. Avant d'arriver à la situation de la répression, où c'est vrai qu'il y a de nouvelles sanctions qui viennent s'ajouter
donc à celles qui sont prévues donc, par le Code pénal, il s'agit d'empêcher la commission du délit. C'est en cela que ces comités régionaux ont été mis sur pied, avec bien sûr dans leur mission une part qui n'est pas à négliger, c'est de la sensibilisation donc des populations. Donc vous voyez, c'est une constante évolution pour pouvoir apporter une réponse à cette problématique qui, je le répète, ne date pas d'aujourd'hui. Oui, autre question sur le Conseil? Non, nous n'en avons plus. D'accord. On va ouvrir maintenant la session des questions d'actualité, c'est comme ça que nous les appelons. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. André Sémian, journaliste à LFTV. Monsieur le ministre, depuis hier, nous assistons à des perturbations de cours par endroits sur le territoire national dues à des enseignants mécontents qui réclament certains dus au gouvernement. Est-ce que le gouvernement comprend ces revendications et est-ce qu'une solution sera trouvée à leurs revendications? Deuxième préoccupation, le secrétaire général de la FESI a été placé sous mandat de dépôt et certaines personnes appellent à la dissolution de la FESI. Est-ce que le gouvernement partage également cette position? Merci. Bien, en ce qui concerne votre première question, pour ce que vous avez appelé les perturbations donc, des cours, je vais déjà dans un premier temps vous donner le point qui a été fait de cette situation, donc lors d'une rencontre que le Premier ministre a présidée hier. L'un des objectifs donc, du gouvernement était que les classes restent ouvertes. Donc, on peut vous assurer aujourd'hui que toutes les classes sont restées ouvertes. Le deuxième point, c'est qu'au niveau du primaire, nous avons environ 80% des enseignants qui étaient à leur poste. Au niveau du secondaire, nous avons du secondaire privé, c'est 100%, donc tout a fonctionné normalement au niveau du secondaire privé. Au niveau du secondaire public, c'est environ 50%, donc des enseignants qui étaient présents à leur poste. Voilà donc le point donc, au niveau de l'éducation nationale. Donc comme vous pouvez le voir, donc, toutes les classes sont restées ouvertes. Nous avons eu un taux de présence de 80% au niveau donc, du primaire, de 50% au niveau du secondaire public et 100% au niveau du privé. Pour ce qui concerne le secteur de la santé, il n'y a pas eu grève. Tous les services de santé ont fonctionné normalement. Pour ce qui est donc des affaires sociales et du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, les mots d'ordre ayant été suspendus, on peut dire donc qu'il n'y a pas eu grève. Voilà donc le point que je peux faire. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième volet de votre question, de savoir si le gouvernement était attentif, bien sûr. J'ai eu plusieurs fois l'occasion ici de le dire, et je ne me gênerai pas pour le rappeler. La gouvernance du président Ouattara est une gouvernance qui est ouverte au dialogue, à la discussion. J'ai rappelé ici combien de fois tout ce qui a été obtenu par les travailleurs l'a été sans qu'il y ait grève. Je peux citer, entre autres, le déblocage des salaires qui ont été bloqués pendant 25 ans. C'était une décision souveraine de la Côte d'Ivoire solidaire que veut le président Ouattara qui a été prise pour débloquer les salaires. On a eu les avancements qui ont été obtenus
par les travailleurs et principalement donc les fonctionnaires sans grève. On a eu les revalorisations indiciaires qui ont été obtenues par les fonctionnaires sans qu'il y ait eu de grève. Dans le cadre du dialogue social, il y a eu aussi des avantages qui ont été acquis, comme les indemnités de logement, comme l'augmentation de la prime de transport ou bien encore l'allocation familiale, sans qu'il n'y ait eu besoin de grève, tout cela ayant été obtenu dans la concertation, dans la discussion, dans le dialogue. Oui, le gouvernement est attentif. Maintenant, ce qui se passe, c'est que un groupe de syndicats a décidé de se mettre en grève, nonobstant ce cadre qui est en place dans le cadre donc du dialogue social et qui avait permis, vous vous en souvenez, d'obtenir une trêve sociale. Il faut déjà que tous ceux qui ont fait grève sachent qu'ils viennent de porter un coup à la trêve sociale qui a été déclarée. Et je comprends donc l'inquiétude de certains signataires qui déjà tirent sur la sonnette en disant « Attention, cette grève ne vient pas remettre en cause la trêve sociale ». Cette grève, nous estimons qu'elle est illégale parce qu'il y a tout un mécanisme qui est mis en place. Le ministère de la fonction publique a mis à l'intérieur de chaque ministère ce qui est appelé des comités sectoriels de dialogue social. Lorsqu'une corporation dans un secteur donné a des revendications, elles sont portées au niveau de ce comité sectoriel de dialogue social. Des solutions peuvent être trouvées dans le cadre de ce comité sectoriel. Si les solutions ne sont pas trouvées au niveau de ce comité sectoriel, elles peuvent monter un cran au-dessus pour aller au comité sectoriel, au comité de dialogue social du ministère de la fonction publique. Si à ce niveau, le comité de dialogue de la fonction publique n'arrive pas à porter de réponse, il y a un autre instrument qui existe, c'est le comité du dialogue social qui a été installé le 10 de ce mois et dont la première réunion a été annoncée pour demain le 17. Et tous ceux qui sont entrés en grève savent que ce comité de dialogue social ce comité consultatif de dialogue social commence à analyser les problèmes qui n'ont pas pu être réglés dans le cadre donc des comités sectoriels. Ceux qui étaient présents à la réunion d'installation, le 10, ont demandé que soit inscrit au premier point de l'ordre du jour la question des primes, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Cette question a été inscrite. Ils le savent. Et demain, ce comité consultatif se réunit pour justement analyser tous les problèmes qui lui ont été soumis. Et si ce comité consultatif ne trouve pas de réponse, le Premier ministre est alors saisi. Aucune de ces étapes n'a été respectée. Voilà pourquoi nous estimons que cette grève est illégale. Ensuite, après ce que je viens de dire, c'est une grève qui est injustifiée, puisque le dialogue se poursuit et que les signataires de la trêve sociale continuent les discussions. Donc il faut bien se poser des questions sur la décision d'aller en grève. Mais comme nous le faisait remarquer Madame le ministre d'État, le ministre de la fonction publique, lors de la rencontre que nous avons eue, il n'y a aucun fond de document dans la requête de ceux qui décident d'aller en grève. Ou décider d'aller en grève pour réclamer ce que vous appelez une prime trimestrielle d'incitation.
à quoi correspond cette prime? Combien ça va engager de la part de l'État? Quand on est une organisation syndicale structurée, sérieuse, c'est un travail que l'on fait au préalable et l'on vient avec un fonds documentaire. Alors, on annonce, on veut une prime et on ne sait même pas qui a bénéficié de la prime. Est-ce que c'est la même prime pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des niveaux? Mais il y a un travail préalable à faire. Cette grève, elle est non seulement illégale, elle est injustifiée. Maintenant, chacun de ceux qui ont participé à cette grève, je veux parler notamment de ceux des établissements donc, du secondaire, connaissent la loi, savent ce à quoi ils s'exposent. Ce n'est pas nouveau. C'est des jours de travail non assumés qui ne peuvent pas être payés. Ils le savent très bien. Et bien, de ce point de vue, les textes seront appliqués. Je pense aussi que quand on est une organisation syndicale et que l'on décide d'aller en grève, c'est qu'on a anticipé sur toutes ces questions-là. Le secrétaire général de la FECI mis sous mandat de dépôt. Certains souhaitent la dissolution de la FECI. Non, là-dessus, je n'ai pas d'avis à donner. Il y a une procédure qui est en cours. Vous savez, je n'ai pas coutume de commenter donc, toutes les actions qui s'inscrivent donc dans des procédures judiciaires. Ce que je puis vous dire, c'est que la FECI existe depuis pratiquement 34 ans aujourd'hui. Chacun de vous ici est contemporain donc, de cette organisation syndicale, dont beaucoup de nous connaissent donc les dérives. Mais il faut dire que depuis l'accession du président Ouattara, c'est la première fois que nous avons en tout cas des cas de crimes, puisque c'est comme ça qu'il faut appeler les choses, qui sont dans les mains de la justice. La justice va situer des responsabilités. Si vous suivez le communiqué du procureur, nous en sommes aujourd'hui à 2 cas donc d'assassinat d'étudiants. On ne pouvait pas accepter que cela se poursuive. En tant que gouvernement sérieux, soucieux de la vie de chaque Ivoirien, responsable de la sécurité de chaque Ivoirien, il était important de mettre fin à ces dérives. Cette organisation, après ce que nous avons vu suite aux politiques de déguerpissement qui ont été mises en place, avait commencé à avoir une tendance mafieuse avec donc du racket. On a pu le voir aussi, des zones de torture, et cela ne pouvait pas continuer d'être accepté. Le point qui a été fait dit que c'est environ 35% des lits de l'université qui étaient occupés de façon illégale. C'est environ 5 000 lits sur un total de 14 000, un peu plus de 14 000, qui étaient occupés de façon illégale, soit par des étudiants qui ne remplissaient pas les conditions donc, pour pouvoir être attributaires de chambres, soit par des travailleurs et même des fonctionnaires. Le ministère de l'Enseignement supérieur a décidé de mettre de l'ordre et de permettre aux étudiants de pouvoir étudier dans un environnement calme, sécurisé. Et je peux vous dire que, pour une fois, les policiers ont été acclamés sur le campus lorsqu'ils sont arrivés pour procéder donc à ces déguerpissements. C'est un virage important qui montre qu'il y a une majorité silencieuse qui subissait donc ces mouvements-là. Mais je veux préciser qu'il ne s'agit pas que de la FECI, puisque la décision qui a été prise touche toutes les associations de type syndical.
parce que finalement, le ministère de l'Enseignement supérieur s'est rendu compte qu'elles avaient quasiment toutes le même ADN. Il y a une violence qui est rentrée sur nos campus et nos universités qui ne peut plus être acceptée. Voilà ce que je peux dire en réponse donc de votre question. Maintenant, pour ce qui est de la dissolution, non, pour le moment, la procédure est en cours. Voilà. Ce qui est en vigueur, c'est la suspension de toutes leurs activités. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Yapi Koulibaly pour le quotidien Le Jour Plus. Monsieur le ministre, demain, il y a une rencontre entre le gouvernement et les grévistes. Accepter vers la fin de concéder une prime aux grévistes d'aujourd'hui sous l'effet de la pression. Est-ce que le gouvernement ne va pas ouvrir une boîte de Pandore? Demain, on pourrait avoir la grève des femmes d'hygiène, les chauffeurs de TP pour prime. On sera dans un engrenage de grève. Il ne serait pas plus simple de jouer la carte de la fermeté et dire aux grévistes que ce n'est pas possible pour l'instant. Ce qu'ils veulent, c'est-à-dire réclamer un truc qui n'est pas un droit. Et puis, seconde préoccupation, est-ce que le gouvernement dont vous êtes le porte-parole est-il disposé à encourager le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à prendre une loi d'amnistie pour permettre à son jeune frère, M. Laurent Gbagbo, de revenir sur la liste électorale, parce que c'est la seule voie qui lui reste. Merci. Merci. Je voudrais rectifier, il ne s'agit pas de rencontre avec les grévistes, non. Il s'agit de rencontre avec les membres du comité consultatif donc de la fonction publique qui comprend les signataires de la trêve sociale. Mais ce que Madame le ministre d'État a fait, c'est qu'elle a accepté, lors de la réunion d'installation donc de ce comité consultatif, que certains syndicats puissent être membres observateurs, puisque les membres de ce comité consultatif sont fixés par décret. Ça montre toute la politique d'ouverture. Ils ont été acceptés comme membres observateurs. Peut-être les acceptera-t-elle comme membres observateurs s'ils acceptent de venir. C'est une doléance qu'ils pourront faire, mais ce comité consultatif se réunit dans le cadre normal du fonctionnement du mécanisme qui a été mis en place pour pouvoir analyser tous les problèmes qui touchent la vie donc, des fonctionnaires donc, en Côte d'Ivoire, s'ils n'ont pas pu trouver de solution au niveau donc, des comités sectoriels. Donc, ce n'est pas une rencontre avec les grévistes. Donc, je voulais préciser cela. Donc, on attend les conclusions de ce comité consultatif qui, lui, comme son nom l'indique, fera des recommandations donc, au Premier ministre à l'issue. Donc, je ne peux pas présager de ce qui va se dire. On attend que le comité consultatif finisse sa réunion et fasse ses recommandations. Loi d'amnistie. J'ai répondu ici une fois qu'il m'est difficile, quand je n'ai pas de boule de cristal, de répondre à la place donc, du grand décideur. Non, je ne peux rien vous en dire. Bonjour, Julia Guggenheim pour France 24. J'avais une question sur les déguerpissements qui sont en cours depuis janvier. J'aimerais savoir, d'une part, si vous avez une estimation du nombre de personnes qui sont concernées et par ailleurs également une estimation du pourcentage qui a déjà été indemnisé ou relogé. On nous avait parlé à un moment d'une cellule à la primature pour prendre en charge justement les déguerpis. Est-ce qu'elle a fini par être mise en place? Et voilà, un peu concrètement, est-ce qu'il est possible de reloger toutes les personnes qui ont été déguerpies dans Abidjan? Est-ce que le gouvernement estime que c'est possible? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi avoir autant accéléré ces derniers mois, du coup, toute cette vague de déguerpissement? Pardon. Et ensuite, j'ai une autre question qui n'a rien à voir
sur l'ouverture d'un bureau de JP Morgan en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez combien de professionnels seront employés et est-ce qu'il existe une estimation du montant de l'opération et de la date de début? Merci. Merci. Pour la seconde question, je réponds tout de suite. C'est JP Morgan qui peut vous répondre. Je n'ai pas les détails sur le nombre de personnes employées et puis ce que l'opération va coûter, mais vous pouvez imaginer donc la fierté qui peut être la nôtre de recevoir donc un bureau de JP Morgan, donc ce qui montre bien sûr le dynamisme de notre économie. Pour la première question, en ce qui concerne donc les déguerpissements, l'ambition est d'indemniser tout le monde, pas forcément reloger, puisque si vous prenez certains groupes donc, de personnes déguerpies, elles ont déjà bénéficié d'une indemnisation, notamment ceux de Yopougon. Il y a un autre groupe pour lequel donc, des logements avaient été prévus, notamment à Songon. Donc cette opération est également en cours, mais tout cela a été piloté, bien sûr, par la primature, dont notamment la question des indemnisations. Donc notre volonté, elle est claire, c'est de pouvoir donc indemniser tout le monde. Et pour parler d'accélérer le processus, vous savez, avec le dérèglement climatique, on voit ce qui se passe autour de nous. Nous avons traversé une période de pluie qui était certes abondante, mais avec beaucoup moins de victimes que par le passé. Et c'était un de nos objectifs, sauver des vies. Parce que pour pouvoir bénéficier d'indemnisation, de relogement, il faut déjà être en vie d'abord. C'était cela notre objectif premier. Et je pense que quand on regarde aujourd'hui comment est-ce que nous avons pu traverser cette saison des pluies qui s'éternise, tout ça c'est un peu le dérèglement climatique, et au regard de ce qui se passe donc dans certains pays, nous pensons que c'était une opération salutaire pour sauver des vies. Les indemnisations vont se poursuivre, les réflexions vont se poursuivre quant au recasement et au relogement, et tout cela, bien sûr, sous la direction donc, de Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Kofo, journaliste à l'Intelligence d'Abidjan. Monsieur le ministre, en ce que l'opération de révision de la liste électorale commence le 19 octobre 2024, et les partis politiques de l'opposition estiment avoir découvert sur la liste électorale 2 millions de personnes illégalement inscrites, parmi lesquelles des personnes qui ne seraient pas ivoiriennes. Et ils estiment qu'ils demandent donc un audit de la liste, parce que sinon, l'élection présidentielle de 2025 ne pourra pas se dérouler sans heure. Cette liste-là ne pourra pas donner lieu à des élections sans heure. Alors, qu'est-ce que le gouvernement dit de ça? D'abord, il faut savoir que l'opération de révision de la liste électorale est une opération qui est conduite par la commission électorale indépendante. L'opposition prétend avoir trouvé 2 millions de personnes qui ne devraient pas figurer sur la liste, mais c'est une très bonne chose. L'opération de révision de la liste électorale est l'occasion pour extraire de la liste ceux qui ne méritent pas d'y être. Mais pour cela, il y a des procédures. Il faut apporter à la commission électorale indépendante toutes les preuves que ces personnes ne méritent pas d'être sur la liste et la commission va s'exécuter. Cette opération permet, par exemple, de retirer les personnes décédées. Mais pour cela, il faut que vous fournissiez un certificat de décès. Sinon, c'est un peu trop facile de venir prétendre que telle personne est morte et qu'elle ne doit pas figurer sur la liste. Donc, il y a une procédure. Il en est de même pour ceux qui ont perdu leurs droits civiques. Mais le ministère de la Justice transmet donc les décisions de justice qui font que ces individus n'ont plus leurs droits civiques. À partir de ce moment, la commission électorale indépendante procède à leur extraction. J'encourage l'opposition à apporter la preuve de ces 2 millions de personnes qui ne devraient pas figurer sur la liste, et connaissant le président de la commission électorale, homme de loi, homme rigoureux, il ne fera aucune difficulté à les extraire de la liste.
Bonjour Monsieur le ministre, je suis Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. J'ai 2 questions. Déjà la première, Monsieur le ministre, le procureur adjoint de la Cour pénale internationale a décidé de relancer la coopération avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que le gouvernement ivoirien sera réceptif à ce souhait? Monsieur le ministre, votre collègue du tourisme et des loisirs ce matin affirmait que les 30 candidates de Miss France feront une visite officielle à Abidjan au compte de l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, qu'est-ce que cela peut apporter à la Côte d'Ivoire au moment où des enseignants grèvent, plaident pour de l'argent? Merci, Monsieur le ministre. Lorsque la CPI, la Cour pénale internationale, nous saisira, nous répondrons par les canaux habituels donc, pour ce genre d'activité. Après, un pays, c'est un tout. Vous parlez d'enseignants qui grèvent, mais je vous ai donné les chiffres. 50% dans le secondaire, 20% donc au niveau du primaire. C'est ceux qui font la grève. Maintenant, un pays, c'est un tout. Moi, je me félicite de cette annonce du ministre du Tourisme, parce que ça montre que notre pays est un pays stable, est un pays accueillant, est un pays dynamique, est un pays qui peut recevoir, et nous l'avons démontré lors de la CAN, notre sens de l'hospitalité. Cela met en lumière, une fois de plus, je dirais, la sérénité qui règne dans ce pays, la paix qui règne, parce que je vois mal des Miss venir en villégiature d'un pays en guerre. Non, nous sommes en paix, nous vivons bien, nous sommes heureux. C'est bien pour cela que nous avons pu recevoir 2 millions de visiteurs pendant la CAN, c'est pas rien, et cela se poursuit. Et je pense que c'est aussi un des effets de la CAN, d'avoir jeté donc de la lumière sur le pays et le rendre encore plus attractif. C'est une très bonne nouvelle. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Jules Legenda pour artici.info. Monsieur le ministre, en avril précisément 2017, les populations de la sous-préfecture de Tanguélan, dans le département d'Aïmbreko, ont eu une promotion de l'abonnement à l'électricité à hauteur de 1 000 francs, payable sur 10 ans, le solde à solder. Sans toutefois leur donner le montant à solder, depuis le début du mois d'octobre, il se trouve qu'ils sont privés d'électricité. Renseignements pris auprès de la CUE, dont ils ont tiré les états, on leur donne des factures de plus de 100 000 francs à payer. Et pour cela, on leur demande que s'ils n'ont pas soldé, on ne peut pas raccorder le réseau. Aujourd'hui, ils estiment qu'ils ont été trahis par une promotion du gouvernement. Est-ce vraiment le cas, Monsieur le ministre? C'est vous qui m'apprenez ce problème. Je vais en référer au ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Mais c'est vrai que le gouvernement a décidé donc un abonnement social. C'était dans le cadre du programme électricité pour tous et de permettre donc de payer 1 000 francs par facture pour pouvoir donc éponger les frais d'abonnement qui étaient élevés, puisque les frais d'abonnement, je crois, c'est autour de 150 000. Mais puisque c'était un frein à l'abonnement, il a été décidé d'étaler donc ces frais d'abonnement-là. Tout le monde le savait. Il y a une bonne communication là-dessus. Bon, peut-être que les populations ne l'ont pas compris, mais c'est ce qui a été décidé pour faciliter l'électricité et l'abonnement à l'électricité, donc l'accès à l'électricité, et c'était dans le programme électricité pour tous. Donc là-dessus, il n'y a pas de confusion possible. Maintenant, pour le problème que vous posez, qui semble être spécifique à Tanguéla, mais je vais me renseigner, parce que ce n'est pas possible que ce soit que cette localité, puisque le programme électricité pour tous touche toute la Côte d'Ivoire. Ça voudrait donc dire que c'est partout en Côte d'Ivoire que ce problème se poserait. À partir du moment où ça ne pourrait pas rester quelque chose de secret, je ne le pense pas. Mais, comme j'ai dit, je ne suis pas du secteur de l'électricité.
je me référerai au ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et je pourrai vous dire ce qu'il en ressortira. Bonjour Monsieur le Ministre, Pierre Donadieu de l'agence France Presse. Il y a quelques jours, on a observé plusieurs publications sur les réseaux sociaux assez coordonnées, indiquant qu'il y avait des tensions dans l'armée, des tensions politiques, etc. 3 questions là-dessus. La première, quel commentaire faites-vous de ces publications? La deuxième, avez-vous identifié d'où elles venaient et si elles venaient d'un autre pays? Et la troisième, est-ce que ce genre de publications et leur écho éventuel vous inquiètent? Merci beaucoup. Mais merci, effectivement, nous avons vu ces publications. C'est un peu pour anticiper sur tout cela que le gouvernement a lancé, par le biais du ministère de la Communication, une vaste campagne de sensibilisation pour une utilisation responsable des réseaux sociaux, sous le hashtag En ligne tous responsables. Et je puis vous dire que ces publications ont permis de voir que cette campagne avait été utile. Parce que quand nous avons regardé le nombre d'interactions avec ces publications, nous avons compris que nos compatriotes n'y ont pas adhéré. Donc nous allons poursuivre cette campagne de sensibilisation, dont la première phase, c'était « Ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne », et la deuxième phase, dont vous voyez les affiches et les spots à la télé, c'est « Stop aux sorciers numériques ». Je peux dire que ce sont des sorciers numériques, ceux qui font ces infox sur la Côte d'Ivoire. Alors, donc, nous les prenons au sérieux parce que nous avons vu le mal que les infox ont provoqué dans d'autres pays. Et même en Côte d'Ivoire, vous vous souvenez tous de ce triste épisode où une vidéo montrant donc des civils en train d'être molestés par des militaires a été détournée, faisant croire que c'était des Ivoiriens qui étaient en train d'être molestés par des militaires nigériens. Il s'en est suivi des émeutes à Abidjan, avec malheureusement mort d'hommes, de nombreux blessés. Des compatriotes nigériens ont dû se réfugier à leur ambassade. C'était triste, mais c'était l'effet d'une infox. C'est tout cela qui nous a interpellés et que nous avons estimé qu'il était important de donner aux consommateurs de l'information sur les réseaux sociaux la résilience nécessaire pour être lui-même le premier rempart. Parce que si vous avez le doute nécessaire pour ne pas croire tout de suite à une information qui vous est donnée et la partager, à partir de ce moment, vous êtes le premier rempart. Si ce doute vous permet d'aller vérifier l'information avant de la partager, eh bien, ça en rajoute à votre résilience. Nous prenons toutes ces informations au sérieux. Nous avons des services de police, notamment de cybersécurité, la DITT notamment, et nous avons le programme de lutte contre la cybercriminalité. Nous avons quelques indications sur les pays d'où viennent ces infox-là. Mais je laisse cela dans la main donc des policiers, de ceux qui enquêtent sur ce genre de criminalité. Mais je peux vous assurer qu'elle ne venait pas de Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, la campagne de sensibilisation que nous menons actuellement a permis de faire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'interactions, donc beaucoup de commentaires ou beaucoup de partages sur ces infox-là. Vous pouvez aller plus loin parce qu'elles se sont sophistiquées, puisqu'il y a une deepfake qui a circulé sur le président Macron, utilisant même sa voix. Donc nous n'avons aucun doute que ce genre d'infox vont s'améliorer, vont être de plus en plus sophistiqués, parce qu'il y a une volonté réelle de perturber la paix sociale en Côte d'Ivoire. Mais nous y veillons. Bien, s'il n'y a pas de... D'accord, ok.
Il me semble avoir répondu déjà à cette question-là. Je dis que nous n'avons pas été saisis. En tout cas, le porte-parole que je suis n'en est pas informé. Bien, merci bien pour votre participation au compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 16 octobre. Je vous souhaite un bon appétit.